Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de nous regarder de partout. Aujourd'hui, nous sommes là dans ce plateau spécial pour aussi un entretien spécial par rapport à l'actualité qui domine la République démocratique du Congo en général et en particulier la province du Haut-Katanga. Nous allons passer donc en revue l'actualité qui domine la République démocratique du Congo. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir sur ce plateau Monsieur John Numbi Kessé, qui est communicateur FCC Cash, à qui nous disons déjà bonsoir. Bonsoir M. Maïla. Merci de nous accorder cet entretien. Je ne vais pas réaliser seul cet entretien. Nous sommes avec José Mukendi, qui est aussi journaliste, chroniqueur ou de la chronique politique, avec qui nous allons animer cet entretien. José, bonsoir. Bonsoir Ritier, bonsoir à tous ces nombreux téléspectateurs qui vont devoir nous suivre au cours de cet entretien. Voilà, l'entretien va tourner essentiellement sur l'insécurité, sur la commission d'enquête et aussi sur la polémique qu'on a enregistrée ce dernier temps sur les congrès, avec tout ce qui a été dit. Est-ce qu'il devrait y avoir des institutions? Il en sera donc question dans cet entretien de ce soir. Monsieur John Kessé, d'abord, comment se porte l'ECT? l'ECT, Éveil de la conscience pour le travail et le développement, mon parti, se porte très bien, particulièrement dans le Haut-Katanga, où depuis quelques mois, j'assume les fonctions de secrétaire provincial adjoint. Et donc, nous nous portons très bien. Nous sommes en train de nous préparer et de travailler effectivement pour les échéances prochaines. D'accord. Nous prenons le premier point, c'est par rapport à l'insécurité. Ça se dit partout. Le gouvernement provincial est en train de mettre beaucoup de moyens pour lutter contre l'insécurité. Mais pourquoi jusque-là, on n'arrive pas à éradiquer cette insécurité ici à Lubumbashi et dans le Haut-Katanga? Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, vous savez, lorsque vous parlez, vous insinuez déjà que l'on n'arrive pas à... C'est comme si on n'avançait pas, c'est comme s'il n'y a rien qui est fait. Non, le tableau est mal peint. Évidemment, l'insécurité est on ne peut plus croissante aujourd'hui dans la province, mais il faut quand même noter que les efforts fournis ont produit. Il ne faut pas dire que les efforts que le gouverneur a fournis, que le gouvernement provincial a fournis, n'ont rien apporté. Il y a eu des apports, mais il s'est fait que dans la ville de Lubumbashi particulièrement, il y a un banditisme d'un type un tout petit peu exceptionnel qui est en train de se développer et qui persiste, voyez-vous. Alors, les moyens qui ont été mis en action ont effectivement rencontré quelques limites et il fallait effectivement engager d'autres moyens. C'est comme ça que vous avez vu son Excellence Monsieur le Gouverneur faire des tours vers Kinshasa, à la différence de tous ses prédécesseurs. Lorsque Jacques Kabila descend à Kinshasa, généralement il avait dans sa farde un dossier qu'il voulait effectivement bousculer, soit c'est par rapport à l'alimentation, soit c'est par rapport à la sécurité. Mais alors l'homme descend à Kinshasa parce que la constitution que nous avons nous donne la gestion de la sécurité pratiquement sous la responsabilité ou la tutelle du gouvernement central, voyez-vous. Alors le gouvernement provincial est là tout simplement comme un bras rallongé. Et les limites des gouvernements provinciaux, c'est que la police et l'armée, les forces de l'ordre sont gérées directement à partir de Kinshasa et il n'y a aucune autonomie à ce niveau-là. Alors ça limite un tout petit peu l'action et ceci a fait que sur le plan technique, logistique, le gouverneur a fait sa part, mais sur le plan, la gestion de l'homme, du policier en tant qu'individu, cela ne relevait pas directement de sa compétence. C'est comme ça que nous avons vu la visite du vice-premier ministre qui nous a dit qu'il est venu aussi pour ça. Ils ont présenté quelques mesures. Nous, la population, toutes les couches de la population, nous avons proposé, nous leur avons dit les problèmes que nous avons et nous espérons qu'ils vont aller au fond de la question et que nous vivons désormais en paix à Lubumbashi. D'accord.
Monsieur Léché, vous parlez des efforts qui sont fournis par le gouvernement provincial pour éradiquer l'insécurité, principalement dans les centres urbains du Haut-Katanga. En termes de la logistique, bien entendu, de piquet-port, de la logistique, tout ce qui a été donné. Mais on a tendance à croire que l'insécurité est en train de se pérenniser. Est-ce qu'il y a des limites aujourd'hui en ce qui concerne l'exécutif à endiguer complètement cette insécurité qui semble s'installer à mettre dans le Haut-Katanga? D'abord, il faut dire que nous ne pouvons pas avoir la prétention d'avoir la criminalité zéro. Dans une grande ville comme Lubumbashi, c'est très difficile. Avec les mouvements des populations, avec le manque de maîtrise des déplacements, des exodes qui se passent, et avec le chômage et les contraintes économiques qui sont les nôtres, il est très difficile que nous puissions parler de criminalité zéro. Mais ces contraintes ont existé également avant. Mais effectivement, ces contraintes ont existé depuis longtemps. Mais la réalité, c'est qu'il faut les voir dans l'évolution. La situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas tombée du coup. Ça a commencé. Il faut voir dans les causes de cette insécurité que nous vivons depuis les années 99-98, voyez-vous. Depuis la guerre, même un peu avant la guerre avec l'AFDL, même un peu avant la guerre de l'AFDL. Donc ce sont toutes ces réalités qui viennent maintenant, c'est comme un fruit qui a mûri en cette saison, et ça fait que la situation est apparue aux yeux de tous. Mais la réalité, c'est que nous sommes en face d'une réalité. Vous avez parlé des contraintes. Je vous ai dit que sur le plan logistique, ça c'est l'apport du gouvernement provincial. Et nous sommes tous conscients que le gouvernement provincial n'a pas failli sur ce point. Sur le plan financier, le gouvernement n'a pas failli sur ce point. Sur le plan même politique, parce que regardez comment le gouverneur s'engage sur le plan politique. Déjà, il met toutes les couches de la population, il engage toute la population pratiquement dans l'action. Ça c'est une action pratiquement politique. Et il prend pratiquement des décisions de faire les CCO, par exemple, de les rapprocher de la population, les CCO de proximité. C'est encore là une décision importante sur le plan politique. Mais cette décentralisation de CCO, je ne vous coupe pas, M. DC, cette décentralisation n'a pas résolu la question. Elle a davantage amplifié l'insécurité dans le quartier de Lubumbashi. Non, je ne pense pas qu'elle a amplifié la situation, parce que depuis les CCO qu'on a décentralisés, on a constaté quand même quelques arrestations au niveau des piliers, enfin des grands bandits. On a vu des arrestations, on a vu des réactions rapides. Il y a des coins où nous avons suivi même certaines personnalités sur les médias déclarer que j'ai eu la vie sauve, parce que lorsque j'ai appelé la police, j'ai même rencontré certaines personnes, certains hommes politiques qui étaient agressés, mais 5 minutes après, il y a eu une réaction. Donc à ce niveau-là, nous avons quand même l'impression que la situation s'améliore, mais il ne faut pas négliger les autres aspects, parce que lorsque l'on parle de la décentralisation, il y a d'autres contraintes que nous avons, notamment les routes, les voies que nous avions, surtout pendant la saison des pluies. Nous avons des problèmes des quartiers, des avenues, et ça ce n'est pas au gouverneur de faire, c'est au bourgmestre et au maire de la ville. Donc il faudrait que chacun fasse son travail pour que l'on puisse parler d'une belle mayonnaise. Il faudrait que chacun fasse son travail. Alors, monsieur DC, il y en a pour arriver à trouver une solution, il propose carrément la démission du gouverneur. Non, c'est une solution très simpliste et même ridicule. Pourquoi? Parce que nous connaissons ce qui s'est passé avant que Kaboula ne vienne. Nous le savons tous. Nous savons comment ça fonctionnait dans cette ville, où on laissait même des étiquettes ou des tracts, où on annonçait de venir le lendemain, ainsi de suite. Nous avons vu ça. Il y a des quartiers qui continuent à être très visités. Je sais qu'il y a des réalités un peu diverses dans différents quartiers. Il y a des quartiers où la situation est très compliquée, comme à la Katuba actuellement. C'est des cas que nous devons suivre avec beaucoup d'attention. Et la question n'est pas que militaire. Il faudrait que la question soit gérée sur tout son plan, sur le plan holistique. Il faudrait que l'on puisse aller au fond de la question. Il y a des problèmes je vous ai parlé des problèmes des mouvements des populations. Il y a des questions sécuritaires, il y a des questions au niveau social, il y a des questions au niveau économique, il y a toutes ces questions qui doivent être gérées.
Alors, lorsque l'on est dans pareil cas, il ne faudrait pas que l'on puisse utiliser les mêmes méthodes que l'on utiliserait par exemple au centre-ville qu'à la Katouba. Alors, ce sont des réalités que nous connaissons, mais tous ces bandits, des fois ce sont des gens qui vivent avec nous tous les jours. Il faudrait que la population aussi compose avec la police pour que nous arrivions. Certes, il y a aussi la complicité de certains éléments des FARDC et même de la police. Ce sont des questions qu'il faut gérer. Et ce n'est pas très facile à gérer. Il y a les armes qui pullulent un peu partout, qui sont ramassées. Il faut un travail de profondeur. Il y a un ratissage qui doit être fait. Moi, je proposerais que l'armée puisse faire des contrôles, des bouclages dans certains quartiers, parce que nous savons, si nous vérifions avec la population, nous savons où est-ce qu'il y a des problèmes. Et on peut faire des bouclages et facilement ramasser toutes ces armes qui traînent encore. On peut faire certaines activités, certains bouclages ciblés la nuit ou le jour pour permettre à ce que la population vive en paix. Bon, la démission, ça ne ferait qu'empirer la situation parce que sur le plan politique, nous allons déstabiliser. Regardez, lorsque vous demandez à un homme comme Jacques Kaboula, un homme qui s'est enraciné dans une population, celui qu'on appelle Wandani, ça signifie que lorsqu'il quitte, lorsqu'il veut démissionner, ses racines vont partir. Et lorsque les racines partent, c'est que ça va déstabiliser pratiquement le milieu politique au Katangais et ça peut déstabiliser effectivement la vie des Hauts-Katangais. Je ne pense pas que ça soit la solution. Oui. Ça risque même de créer un problème. Moi, si jamais il se proposait de démissionner, je serais le premier à m'opposer. Donc, comme vous vous opposez à la démission, mais l'aspect abordé par certains, d'autres, c'est le sabotage. Est-ce que vous partagez aussi cet avis? Le sabotage, ça dépend. Qui sabote? C'est ça le problème. Parce que parler de sabotage, moi je ne veux pas verser dans les rumeurs. Oui. Il faut avoir des éléments. Parler du sabotage, certes, il y a certains signes qui vous laissent croire que ça ressemble un tout petit peu à du sabotage. Mais qui sabote? C'est ça la question fondamentale. Je ne vois pas qui sabote. Peut-être qu'on dirait les bandits sabotent. Oui, peut-être dans ce sens-là. Mais est-ce qu'on parlerait d'un sabotage politique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, mais je ne veux pas exclure quoi que ce soit. Par manque de preuves, je ne peux pas dire qu'il y aurait un sabotage ou pas. Mais ce que je veux dire tout simplement, c'est que nous avons un ennemi commun. Et l'ennemi commun, c'est qui? L'ennemi commun, c'est cette insécurité provoquée par un groupe de bandits. Un groupe de bandits. Est-ce qu'ils sont manipulés? Est-ce qu'ils sont motivés par un monsieur ou par un politique? Ben, ça peut arriver, ça peut exister. Mais notre souci, ce n'est pas de chercher est-ce qu'il y a sabotage ou pas. Notre souci d'abord, pour l'instant, il y a de l'insécurité et nous devons mettre de l'ordre. Et pourtant, il faut savoir s'il y a une main noire ou pas, avant de savoir les vraies causes qui sont à la base de l'insécurité. Je venais de vous dire, pour l'éradiquer complètement. Je venais de vous dire que les causes sont multiples. Les causes sont multiples, nous les attaquons une à une et nous y travaillons. Lorsqu'on parle par exemple du chômage, lorsqu'on parle de la pauvreté, ce sont des causes qui peuvent provoquer le banditisme ou l'insécurité. Lorsque l'on parle, vous parlez d'une main noire, mais encore faudra-t-il que cette main noire soit démantelée et présentée. Mais ce que j'aime chez le gouverneur ici, il ne voudrait pas chercher des boucs émissaires. Il ne voudrait pas chercher prétendre que non, être plaintif et dire non, il y a des gens qui me combattent par-ci par-là, même s'il y en a, effectivement, nous savons qu'ils le combattent, mais nous n'avons pas de preuve qu'ils soient dans ce domaine-là. L'opposition existe un peu partout. Il y en a qui sont ambitieux, qui ambitionnent le poste du gouverneur. Bon, ils peuvent s'agiter comme ils veulent, mais pour l'instant, les problèmes que nous avons, c'est des problèmes de sécurité et il y a lieu que nous puissions éradiquer ce problème. Et s'il y a une main noire derrière, lorsque nous allons faire exploser le problème de l'insécurité, la main noire avec. Et il y a également cette question de méfiance, M. Jessé, cette méfiance entre la population et les services de sécurité. Tant qu'il y a cette méfiance, est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité de faire face à l'insécurité? Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est impossible de résoudre la question de l'insécurité sans la confiance entre la population et les forces de l'ordre. Il faut ce mariage. Il faut retrouver effectivement. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour recréer cette confiance? Alors, la première des choses, c'est que la police doit être réorganisée. J'ai suivi le VPN avant de partir. Il nous a promis de prendre quelques éléments de la police. On a parlé de 480 qui seraient partis à la base de Kamina. Il y a certains commandos
descendants qui seront... ceux qui ont déjà fait plus de 5 ans dans le Katanga. Je pense que c'est important que l'on puisse déplacer certains éléments, mais on doit aller un peu plus au fond. Il n'y a pas que les 480, il faut aller un peu plus loin, il faut vraiment déplacer, il faut vraiment des mouvements des troupes pour permettre à ce que ceux qui viennent, qu'ils viennent avec une nouvelle culture et qu'on leur donne une nouvelle culture. Mais comment expliquer, M. Dessé, dans une province comme le Katanga, on retrouve plus de 400 éléments en situation régulière? Les gens qui n'ont pas de traçabilité en termes d'administration. Je pense qu'il y a des sérieux problèmes au niveau des services de l'État en général. Hein. Ça peut être dans les forces de l'ordre ou dans l'administration. Il y a des mouvements pareils et je pense qu'on doit même les éradiquer. Moi, je ne sais pas dire à quel niveau ça se passe, qui en est responsable. Je m'en abstiens, mais je pense qu'il y a des problèmes. C'est une évidence et il faut quand même les éradiquer. D'accord. Nous allons passer maintenant au deuxième point et à entrer à la commission d'enquête qui s'est journée récemment ici à Lubumbashi, dans le Katanga, alors que tout le monde était en train de parler sur le coronavirus qui est d'actualité. Il y avait des mesures qui étaient prises par rapport à l'interdiction de rassemblement de plus de 20 personnes. On voit directement une mission d'enquête qui débarque à Lubumbashi, une délégation de plus de 80 personnes. Monsieur Dessé, comment vous avez accueilli d'abord cette délégation? D'abord, c'était avec surprise, hein, personnellement. J'étais surpris d'apprendre qu'il y avait 80 personnes qui devaient venir à Lubumbashi. Vous avez vu que la population était dans les mois parce qu'on était tous à se poser la question, mais pourquoi 80 personnes, surtout à ce moment, et surtout qu'ils venaient tous de Kinshasa, le milieu, le fief, bon, là où... l'épicentre de Corona. Oui, l'épicentre de Corona en RDC. Alors, il était question que l'on puisse quand même veiller sur cet aspect. Deuxièmement, quand je voyais la liste, les personnalités qui étaient sur la liste, bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir autant de personnes pour venir juste... enquêter sur une question, les personnes qui étaient tuées, les jeunes gens de Mira, ou sur la question Gédéon, qui était déjà une question bien maîtrisée, bien connue. On pouvait bien gérer ça à partir de Kinshasa. Les forces ou les responsables qui étaient sur place pouvaient bien amener tous les éléments, ils en avaient. Je pense qu'on a voulu éteindre un feu qui semblait se soulever. Hein. C'était le feu des conflits ethnico-tribaux. Hein. On a craint qu'il y ait un problème katangais-kassaïen. C'est comme ça que quand vous suivez même les résultats des enquêtes, on débouche plutôt sur les conflits ou les relations entre les communautés à Lubumbashi, plutôt que sur la question même de Gédéon, qui était le sujet principal. Donc cette mission est tapée à côté peut-être? Non, je ne sais pas dire qu'elle a tapé à côté, mais parce que moi, mon problème, je ne suis pas dans la théorie qui les a amenés. Moi, mon problème, c'est dans le fond. Hein. Alors, ils sont arrivés, ils ont essayé de résoudre les problèmes qu'ils ont trouvés, parce que le problème Gédéon n'était pas le problème qui préoccupait les Louchois. Quand ils sont arrivés à Lubumbashi, ils ont constaté que quand ils invitaient les couches de la population, personne ne parlait du cas Gédéon, parce que c'était un cas un peu étincelle qui est passé. Quand on en parlait, c'était plus déplorer, effectivement, les tueries qu'il y a eu avec les forces de l'ordre. Mais la population évoquait plutôt la question de l'insécurité. C'est comme c'était le ministre de la Sécurité, il était question qu'il puisse se prononcer sur ça. Ce que j'ai voulu faire voir, c'est que la population les a ramenés aux vraies questions. La population les a ramenés à ce qui les préoccupe. Et ce qui les préoccupe, c'était effectivement les questions d'insécurité. Alors, la mission, pour moi, elle était trop vaste, inutilement. On a exposé la population. Dieu merci, personne n'était contaminé dans l'équipe. En fait, je l'espère, parce que jusque-là, il n'y a rien, pas de cas de Covid à Lubumbashi. Donc, ça nous a quand même permis de bien. Mais c'est des risques à ne pas prendre, hein, à mon avis. On peut se passer de tels risques. Deuxièmement, c'était trop important sur le plan aussi budgétaire. Nous sommes à un moment où nous devons économiser davantage. Alors, créer des grosses missions comme ça, je pense que c'est un peu trop budgétivore et inutile, à mon avis. Alors, M. Dessé, puisqu'on parle de l'enquête qui était venue justement pour cette question de l'incursion du 28 mars 2020,
Aucun détail sur Gédéon n'a été donné. Vous avez dit que ce n'était que l'étincelle. On a vu le VPM annoncer le fait que le commandant de la 29e région militaire, son adjoint chargé de renseignement, qui ont été rappelés à Kinshasa pour consultation. Pouvons-nous parler d'un échec au niveau du service de sécurité quant à la sécurisation du Haut-Katanga? Je ne sais pas parler de l'échec. Vous savez, les services de sécurité ont leur façon de communiquer. Peut-être qu'ils ont des éléments qu'ils n'ont pas voulu donner pour des raisons stratégiques. Généralement, on dit souvent, pour des raisons stratégiques, pour des raisons de sécurité, on ne veut pas communiquer sur certaines choses. Donc, je ne pense pas que ça doit être appelé comme échec, parce que c'est la fin qui justifie les moyens. Attendons voir, dans les jours qui suivent, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces gens de Gédéon. Est-ce qu'on les a maîtrisés? Est-ce qu'on a eu des éléments pour les maîtriser? Ben, tant mieux. Aucun détail même sur l'armée, c'est la plus grande muette, nous le savons, c'est la plus grande muette. C'est peut-être pour des raisons stratégiques. Voilà. Alors, la mission principale, c'était de donner la lumière sur ces tueries. On n'a pas abouti finalement à des résolutions qui étaient entendues pour établir les responsabilités par rapport à ceux qui ont commis ce qu'on appelait massacre à Lubumbashi. Alors, d'abord, je vais déplorer aussi également cette tuerie. Je pense qu'il y avait mieux à faire. La police doit essayer d'être un tout petit peu professionnelle lorsqu'il faut gérer des cas pareils. Il faut éviter trop de sentiments, il faut éviter... La manière dont les choses ont été faites, ça frisait une vengeance et ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été bien digéré par certaines populations de l'identité katangaise et ça a ramené certains démons, certains vieux démons, et ce que nous ne souhaitons pas. Mais effectivement, on devait sanctionner. Alors, on nous a dit qu'on était en train de sanctionner. Mais le problème, c'est que, comme vous avez dit, il y a tout un mystère autour de ces questions-là. On ne sait pas c'est qui est sanctionné. On a dit que la justice était déjà en train de juger certains. Mais ça ne passe pas dans les médias, personne ne le sait, personne ne sait combien de personnes, personne ne sait c'est quel commandant qui est condamné. Est-ce que c'est seulement le policier qui avait pris la photo à Kasumbalesa que l'on condamne, ou bien c'est toute cette chaîne de commandement qui a laissé faire la population se moquer des cadavres des Congolais, cette population venir avec des pierres jetées sur ces personnes, bon, qui peut-être respiraient encore, je ne sais pas, parce que c'est sur les photos. Mais voyez-vous, il faudrait que l'on sache exactement des mesures disciplinaires drastiques pour permettre à ce que les choses ne se répètent pas. Parce que sinon,